horizontes chaque fois. Docteur Habib Sétif, je voudrais vous poser une question parce que vous avez parlé de la dépression chez la femme au cours de la ménopause et chez l'enfant, chez l'adulte. Moi, j'ai vu sur la planche que vous avez survolé un peu la question de la dépression, le diabète et les AVC. Moi, j'ai eu la chance d'assister à un débat sur la dépression et les maladies métaboliques, surtout le cancer. Moi, je pense que ça demande quand même une petite attention parce qu'on parle de la dépression chez des sujets âgés, bon, du moins pas très âgés, qui font surtout beaucoup d'AVC. Parce que quand on dit d'AVC, c'est que ces sujets-là sont à surveiller de très près. La dépression et la survenue d'AVC sont fréquentes. Alors, votre avis sur... Est-ce que dans votre pratique courante, vous en avez rencontré? Oui, merci pour votre question. Oui, on retrouve énormément d'états dépressifs et d'anxiété suite à toutes les affections organiques, que ce soit AVC ou bien en oncologie, etc., etc. C'est réactionnel, on peut comprendre facilement ça. D'accord? Donc, on est sollicité dans le cadre de la psychiatrie de l'ISA, on a l'habitude de nous déplacer et de voir des malades dans tous les services et ainsi de suite. Je vais dire juste quelque chose de particulier par rapport à l'oncologie. Les gens qui souffrent de cancer et ainsi de suite. Il y a actuellement un travail qui est en train de se faire en Algérie avec les psycho-oncologues pour dépister les dépressions et les troubles anxieux. Il y a un outil qui a été développé en Angleterre, c'est un monsieur qui s'appelle Mitchell, qui a travaillé uniquement là. C'est le thermomètre des émotions. C'est un papier qu'on remet au patient, il va se placer lui-même. Est-ce qu'il est anxieux beaucoup? Est-ce qu'il a un trouble anxieux avec tous les critères diagnostiques? Est-ce qu'il déprime? Il déprime beaucoup. En fonction de son classement, comment il se classe sur le thermomètre des émotions, on proposera une prise en charge. Soit une psychothérapie, uniquement une psychothérapie, ça arrange beaucoup de choses. Hein. Ça nous renvoie. Il y a eu une question d'un collègue de Gigi qui a parlé de ça. Il a fait un parallèle avec les malades hémodialysés. Il dit que, comment faire, pourquoi il déprime et ainsi de suite, pourquoi il y a certains malades qui refusent les soins carrément. Ben, c'est la relation médecin-malade carrément. Bon, quelqu'un qui est atteint d'une affection sévère, qui peut entraîner le décès et qui refuse les soins parce qu'il est frustré par le personnel du service. Donc, relation médecin-malade, écoutez, faire travailler les psychologues. On a beaucoup de psychologues dans les services, mais on ne travaille pas beaucoup avec eux. C'est la meilleure façon de dépister ces dépressions et de proposer le prise en charge. Mais les dépressions, on peut les retrouver partout, que ce soit problème vasculaire ou dégénératif ou cancer, etc., etc. D'autres questions dans la salle? Ou si vous avez des questions vous-même ici, entre nous. Bonjour, je suis Dr Hamish Telksel. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel. Premièrement, nous n'avons plus de médicaments pour accompagner nos malades. Deuxièmement, quand on prescrit un générique, à la pharmacie, on change de générique. Merci. Qu'est-ce qui peut répondre à cette question qui soulève un peu plus de problèmes d'organisation? Bon, en matière de générique, bon, je peux dire un mot. En psychiatrie, on a des produits. L'olanzapine fait 28 génériques en Algérie d'olanzapine. Il y a quelques génériques qui sont bons, qui ont des bioéquivalences et ainsi de suite, et d'autres non. Mais ça nous échappe complètement. Apparemment, ils ont le droit de substituer. Non. Normalement, en théorie, on peut substituer un princeps par un générique, mais un générique par un générique, non. Mais apparemment, ils ont le droit. On a demandé, ils ont le droit de substituer. Tout simplement. Donc, le travail, c'est le médecin. Il va essayer de sensibiliser la famille, hein, et il va demander tel produit, pas un autre, sur des bases quand même... moi, je demande les médicaments qui ont des bioéquivalences, on peut leur faire confiance. Même s'il y a des produits génériques qui n'ont pas de bioéquivalence, mais qui sont efficaces. Mais ils ont le droit de substituer. Je crois qu'on va passer à la deuxième question du professeur Salah Mansour. Donc, des questions dans la salle, s'il vous plaît. Si on n'a pas, on va passer à la troisième question du professeur Kara. Essayez de poser des questions brèves pour que vous ayez des réponses brèves et gagner du temps, s'il vous plaît.
traitement. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une tumeur primitive? La deuxième question, si on essaie d'opérer ces patients, que serait-il de l'exploration par la suite? Généralement, on passe à l'IRM, mais ça pose problème parfois pour le suivi de la pathologie. Je vous remercie. Merci. C'est le diagnostic, c'est toujours le diagnostic de cette image lacunaire osseuse chez une patiente qui a un néo. Ça ne peut pas être une tumeur primitive parce que la localisation la plus fréquente des tumeurs du sein, c'est le rachis. Deuxièmement, quand on a fait l'IRM, il y a des lésions T1 et T2 qui montrent cet aspect hétéroclite. Et pour nous, la discussion qui se posait en RCP, faudrait-il faire une biopsie ou non? Alors, dans ces cas-là, comme c'est une tumeur avec un recul d'humeur postérieure, bien suivi, mastectomisé et traité par hormonothérapie, image lacunaire unique d'après le PET scan et la scintigraphie, il faut faire une biopsie pour confirmer l'origine secondaire. Et c'est dans ces conditions-là qu'il faut être en RCP et dire la biopsie est un acte chirurgical, hein, ou bien on peut la biopsie par radio interventionnelle. Du moment que c'est une tumeur avec une origine probative et probablement métastatique, on va faire la biopsie. Mais on va faire une biopsie chirurgicale. Mais en faisant cette biopsie chirurgicale, cette concertation pluridisciplinaire, pourquoi je vous dis elle est capitale, on va faire la laminectomie pour prévenir le recul encore progressif. Quand on va faire la laminectomie, on est obligé d'enlever cette substance osseuse et faire une cimentoplastie associée à un montage CD. Parce que vous faites une laminectomie, vous risquez de provoquer ce qu'on appelle une déstabilisation. Donc il faut être préparé. Et pour être préparé, il faut avoir ce matériel-là. C'est les vis pédiculaires au-dessous, avec ces tiges et des vis à boulons. Alors là, vous faites la biopsie, la décompression, la stabilisation et le renforcement par la cimentoplastie. Voilà comment on fait l'attitude en RCP. Si par exemple vous êtes jeune chirurgien, vous êtes tout seul, vous allez faire la biopsie et laisser partir les choses. Si jamais c'est une métastase, comment vous allez reprendre cette malade-là? C'est pour ça qu'il faut être en concertation. Parce que le type histologique est capital à connaître. Donc l'anatomopathologique va vous donner le type histologique de cette tumeur. Est-ce une canalaire ou autre? Le radiologue va vous dire, est-ce que le recul postérieur est dangereux ou non? Le chirurgien orthopédiste est là, mais le chirurgien orthopédiste a toujours besoin d'un oncologue. J'ai dit, si jamais cette métastase va se multiplier, est-ce que tu es là pour me renforcer par ma chimiothérapie? Et puis, il y a le radiothérapeute. La radiothérapeute qui a une action majeure dans les images lacunaires pour métastase. C'est pour ça que je vous dis la concertation pluridisciplinaire pour réussir et donner le maximum de taux de réussite à cette patiente. La deuxième question? On fait l'ostéosynthèse avant, on fait l'IRM avant l'intervention. On ne la fait pas en poste. Après, c'est les radios. C'est les radios. C'est les radios. Moi, je dirais que si à Alger, vous êtes, je dirais, bien loti, vous avez un service de radiologie interventionnelle adéquat qui répond à vos besoins. Bon, le constat amer de dire qu'il n'y a pas du tout de service de radiologie interventionnelle au CHU de Béjaïa, nous le déplorons beaucoup. On aimerait bien que ce genre d'activité soit renforcé, soit créé pour le bien de nos malades. Oui, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Tout dépend de la volonté des gens et des objectifs des gens. Hein. Parce tout à fait, Alger, tout à fait. Dans le service M. Mansouri, ils ont commencé comme ça. C'est quoi la cimentoplastie? C'est avoir un amplificateur de brillance, avoir le patient avec vous, vous faites un face profil, vous avez les trous pédiculaires. Vous envoyez des broches, vous êtes dans le trou, vous injectez. Au fait, pour moi, la radiologie interventionnelle intervient dans toutes les spécialités. Il n'y a pas seulement en orthopédie, et que ça vaut le coup, ça peut sauver des vies humaines, ça peut entraîner une qualité de vie extraordinaire. Tout à fait. On aimerait que ce genre de service soit développé et répandu un peu partout. Mais alors, moi, si vous permettez, parce que j'y tiens beaucoup au Béjaïa, il y a un anapathe, il y a un radiologue, il y a des chirurgiens orthopédistes, il y a des oncologues à Mizour. Je pense qu'au moins une fois par mois, ils se réunissent entre eux. Pourquoi je vous dis ça? Si on se réunit autour d'un... Le malade ne s'échappera pas. Parce qu'on sait quand est-ce qu'il va faire sa radiothérapie, sa chimiothérapie. S'il y a un problème, on intervient auprès d'autres collègues.
Mais si chacun travaille tout seul, on a de mauvais résultats. Tout à fait, tout à fait. Je sais tous les messages que vous avez fait passer à travers cette communication. Je vous remercie énormément et nous en sommes bien conscients. Monsieur le directeur de la communication. Allez-y, passez-lui le... Professeur Danou, DG de CHU. Donc c'est d'abord pour répondre à Monsieur le Président de séance. C'est vrai, nous déplorons tous le manque de radiologues, mais il faut les trouver. N'empêche qu'on est sur le chemin. Je tranquillise professeur Kara pour dire que les RCP se tiennent. Nous avons 2 oncologues, nous avons une radiologue et nous avons toutes les équipes chirurgicales qui font les RCP. Inch'Allah, les 4e journées, on aura un radiologue qui va faire la radiologie interventionnelle. Inch'Allah. Je crois qu'on va passer à la 4e séance, Donc, je vous remercie tous les orateurs et j'appelle le docteur Remila, je crois, qui va présider. Merci beaucoup. C'est moi. Donc, bonsoir tout le monde. Je sais que vous êtes épuisés, mais quand même, on va enchaîner directement avec les 3 communications qui restent, puis la tombola, et puis on va prendre un petit café. Hein? Et je vous rappelle, pour vous réconforter, pour demain, donc il y a la randonnée de demain. Donc le départ, c'est à 8h30 de l'hôtel Alioui. 8h30, l'hôtel Alioui. Donc le premier arrêt, ce sera l'arrêt de la gare, les 4 chemins. Le deuxième arrêt, ce sera l'ancien arrêt des bus. Donc on va démarrer à 8h30 à l'hôtel Alioui. D'accord, les inscriptions, s'il y a quelqu'un qui n'a pas, c'est pas inscrit, donc il doit s'inscrire. Donc on va entamer avec la première communication, donc le dépistage du cancer colorectal. Donc on appelle le docteur Belloul, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Donc, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être ici. Et je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de présenter aujourd'hui donc, le dépistage du cancer colorectal. Donc, comme vous le savez, en introduction, le cancer colorectal en 2018 reste toujours un problème de santé publique. Préoccupant de santé publique. Donc plus de 1,5 million de cancers de nouveaux cas sont détectés dans le monde et environ 700 000 décès. C'est le 3e cancer le plus fréquent après celui de la prostate et du poumon chez l'homme et le 2e chez la femme après le cancer du sein. En Algérie, en 2015, il est considéré comme étant le 2e cancer chez la femme et le 1er chez l'homme. Et c'est le 1er cancer digestif. L'incidence, elle est d'environ 10,9 pour 100 000 habitants. L'âge moyen de survenue de ce cancer est d'environ 70 ans dans le monde, avec une légère prédominance masculine. Il existe, comme vous le savez, des facteurs de risque environnementaux, tels que la consommation de viande rouge, l'obésité, et des facteurs protecteurs, tels que les fruits, les légumes, l'activité physique, etc., qui sont bien connus, ainsi que bien évidemment des facteurs génétiques. Il faut savoir qu'il existe 3 niveaux de risque dans ce cancer, donc le moyen, élevé et très élevé, qui vont conditionner, comme nous le verrons, la stratégie de dépistage. Et les circonstances de survenue sont variables. Alors, quelles sont ces circonstances justement de découverte? Ce cancer colorectal peut se révéler le plus souvent par des signes digestifs, des troubles du transit, diarrhée, constipation, mais il faut toujours rechercher le changement de transit. Le changement de transit habituel chez le patient, c'est le signe qui doit alerter. On peut avoir des rectoragies, un syndrome rectal, et c'est plutôt l'apanage du côlon gauche ou du cancer du rectum. On peut avoir de l'anémie
ne pas méconnaître, ne pas explorer une anémie, un méléna, des douleurs abdominales. Donc ces signes sont plutôt l'apanage du côlon droit, du cancer du côlon droit. Et d'autres signes, on peut avoir également, comme nous l'a si bien présenté professeur Salah Mansour, donc des signes paranéoplasiques, de la fièvre, de l'altération de l'état général, une thrombose veineuse profonde du membre inférieur, des dermatomyosites, etc. Et il peut être révélé par des complications, qu'elles soient infectieuses, une occlusion, une perforation, etc. Mais malheureusement, dans 10 à 20% des cas, ce cancer est révélé par des métastases. Et le médecin que nous sommes n'a aucun mérite à découvrir un cancer à ce stade-là. Ce cancer a bien évidemment une histoire naturelle. Il se développe le plus souvent sur un adénome, sur un polype adénomateux préexistant, après une période de latence de 9 à 10 ans. Et les différentes études ont démontré que la résection de ces polypes pouvait réduire de 76 à 90% le risque de survenue de ce cancer, d'où bien évidemment l'intérêt du dépistage. Donc, comment éviter l'apparition de ce cancer? Comment diminuer la mortalité par ce cancer? Comment réduire les frais d'une prise en charge lourde? Par une prévention primaire, premièrement, par la lutte contre ces facteurs de risque et bien évidemment notre sujet d'aujourd'hui, la prévention secondaire qui va se faire par le dépistage. L'intérêt du dépistage, comme il a été défini par l'OMS, donc ce dépistage va agir précocement pour optimiser les chances du patient. Ce dépistage consiste à effectuer un tri entre des personnes qui apparemment sont saines. Donc, pour rechercher cette éventuelle pathologie, donc l'existence de cette éventuelle pathologie. Donc, le dépistage s'adresse à des sujets qui sont sains et non pas malades. Vous voyez, le dépistage est possible avant l'apparition des symptômes. Et ceci, bien évidemment, va nous permettre d'avoir ce cancer avant son apparition, de pouvoir le détecter, et ça va nous permettre de réduire les coûts et les frais de la prise en charge. Maintenant, quels sont les critères d'un dépistage d'une pathologie quelconque? La maladie dépistée doit constituer une menace grave pour la santé publique. Il doit exister un traitement d'efficacité démontré. Il faut disposer de moyens appropriés pour le diagnostic. La maladie doit être décelable pendant une phase de latence ou au début de la phase clinique. Il existe un examen de dépistage qui est efficace. Il faut que l'épreuve utilisée soit acceptable par la population. Il faut bien connaître l'histoire naturelle de cette maladie. Il faut que le choix des sujets qui vont recevoir un traitement opéré selon des critères préalables. Il faut que le coût de la recherche de ces cas ne soit pas disproportionné par rapport, bien évidemment, au coût global des soins médicaux. Et il faut assurer la continuité, c'est ce qui est très important, la continuité d'action dans la recherche de ces cas. Maintenant, qui et comment dépister? Dans le cancer colorectal, comme nous l'avons dit, il existe des niveaux de risque. Il y a des sujets qui sont à risque moyen, des sujets à risque élevé et des sujets à risque très élevé. Qui sont-ils et comment vont-ils être dépistés? Les sujets à risque moyen, c'est la population générale. Si vous voulez, c'est toutes les personnes qui ont plus de 50 ans, mais qui n'ont pas d'antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal, ni d'antécédents personnels ou familiaux de polypes, et ils n'ont pas de MICI, c'est les maladies inflammatoires cryptogénétiques de l'intestin, on sous-entend la RCUH et la maladie de Crohn. Ces personnes-là, lorsqu'elles vont être dépistées, vont bénéficier d'un dépistage de masse que nous allons voir qui va se faire par un test immunologique. C'est un test qui va se faire au niveau des selles. Si ce test est positif, ces sujets vont bénéficier d'une coloscopie de dépistage. Ensuite, nous avons les patients à risque élevé. C'est toutes les personnes
toutes les personnes qui ont déjà eu un cancer colorectal ou bien qui ont des antécédents familiaux de cancer colorectal ou de polype ou ce sont des personnes qui sont porteuses d'une maladie inflammatoire cryptogénétique de l'intestin, à savoir une RCUH ou un Crohn de topographie colique. Les acromégales également sont inclus. Pour le risque très élevé, c'est des situations particulières, c'est tous les syndromes héréditaires, c'est les syndromes de Lynch, c'est la polypose adénomatose familiale, etc. Donc ces patients, par contre, des deux catégories, ne bénéficient pas d'un dépistage de masse, mais puisqu'elles ont plus de risques de développer un cancer colorectal, donc on ira directement à la coloscopie de dépistage, c'est ce que l'on appelle le dépistage ciblé. Nous revenons au dépistage de masse. Autrefois, je dis bien autrefois, il se faisait par l'hémoculte. L'hémoculte, c'est un test que l'on va effectuer sur les selles du patient. Que fait cet hémoculte? Il va détecter l'hémoglobine. Mais je n'ai pas dit hémoglobine humaine, hémoglobine. Et c'est un test qui va se faire sur 3 jours et il nécessite un régime alimentaire préalable. Donc il peut y avoir cette contrainte de régime, c'est-à-dire les patients vont être gênés par ça. Actuellement, il est abandonné au profit du test immunologique qui, lui, par contre, détecte l'hémoglobine humaine. De ce fait, il est plus spécifique. Il existe 2 types de tests immunologiques. Il y a le test immunologique qualitatif et il y a le test immunologique quantitatif, bien évidemment, qui va être plus spécifique et plus sensible, mais bien sûr, il est beaucoup plus cher et qui va utiliser, lui, un automate que vous voyez sur la photo. Comme nous l'avons dit, ce test, qui est simple, qui est rapide, qui est indolore, donc, et qui est pris en charge ailleurs à 100%, donc actuellement dans notre pays il n'est pas encore généralisé. Si ce test est positif, le patient va bénéficier de cette coloscopie. S'il est négatif, le patient sera reconvoqué dans 2 ans pour refaire le test. Il sera inscrit dans un programme informatique, donc c'est un logiciel où le patient sera automatiquement rappelé 2 ans après. Quels sont les critères de qualité maintenant d'une coloscopie de dépistage? Une coloscopie de dépistage est un examen de référence. Puisque c'est un examen de référence de détection, donc il doit avoir des critères de qualité et des critères de fiabilité. En précoloscopie, on doit clairement indiquer le motif de cette coloscopie. On doit avoir le consentement éclairé du patient. On doit rechercher, avant d'effectuer ce geste invasif, d'éventuels facteurs de risque. Et bien évidemment, on doit utiliser un matériel adéquat et le personnel également doit être un personnel entraîné et il doit y avoir, le bloc opératoire doit être averti, ainsi que les anatomopathologistes. Ça, c'était en précoloscopie. Concernant la procédure elle-même, la qualité de la préparation colique est un élément extrêmement important dans une coloscopie de dépistage. Pourquoi ? Donc, parce que dans le dépistage, comme nous l'avons dit, nous devons détecter des polypes. Les polypes peuvent être de toutes petites formations. Elles peuvent être sessiles, elles peuvent être pédiculées et elles peuvent malheureusement se cacher derrière des selles ou des matières fécales. Donc, nous devons avoir un côlon, si je puis dire, un côlon impeccable. Donc, et ceci se fait par ce que l'on appelle le score de Boston qui est validé. Donc, c'est un score qu'on calcule par rapport à la préparation. Donc, c'est un score entre 0 et 9. Le taux de coloscopie complète, bien évidemment, la coloscopie doit être complète pour pouvoir dire que nous avons effectué une coloscopie de dépistage chez ce patient. Si on n'est pas allé jusqu'à la valvule iléocécale, ce n'est pas une coloscopie complète de dépistage. Un polype peut se cacher derrière la valvule, il peut se cacher au fond du cécum. Il y a aussi ce que l'on appelle le taux de détection des adénomes. En fait, même ailleurs, à l'étranger, c'est le meilleur critère de qualité de la coloscopie. Un endoscopiste entraîné doit pouvoir détecter des polypes. Et il doit y avoir, chez ces patients plus de 50 ans, il doit y avoir des polypes, au moins plus de 25% chez l'homme et 15% chez la femme.
Et si on retrouve maintenant ces polypes, on doit les enlever et l'exérèse doit être en monobloc. Donc, il ne faut pas biopsier des polypes. Attention, il faut les réséquer. Si on voit un polype et qu'on n'a pas les moyens de le réséquer, il vaut mieux envoyer le patient pour une deuxième coloscopie afin que le deuxième endoscopiste effectue une résection de polype que de biopsier le polype. Parce que parfois même le fait de biopsie va engendrer des phénomènes inflammatoires qui peuvent entraver la résection ultérieurement. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Et ce qui est important aussi, c'est le temps de retrait. Il ne faut pas se tromper, c'est pas parce qu'on fait une coloscopie rapidement, on doit sortir rapidement. Au contraire, l'examen minutieux du côlon se fait au retrait. Le retrait doit être supérieur à 6 minutes selon les recommandations de la Société américaine. En post-coloscopie, on doit rédiger un compte rendu complet avec une description parfaite des lésions, de leur localisation et de leur topographie, et on doit inscrire s'il y a eu des complications ou pas. Donc nous allons passer à notre petite expérience donc débutante sur le dépistage du cancer colorectal sur le terrain, au niveau de la wilaya de Béjaïa. Donc avant cela, le cancer colorectal est-il approprié pour le dépistage en Algérie? C'est un cancer fréquent, haute prévalence des états précliniques, associé à une morbimortalité substantielle. C'est un cancer détectable, non métastatique en phase préclinique. La détection préclinique permet d'améliorer le pronostic et des tests de dépistage efficaces sont disponibles. À Béjaïa, tout a débuté par le plan cancer 2015-2019, l'axe 2, qui a été initié par le président de la République. Il y a eu création d'un comité de pilotage national et Béjaïa a été choisi comme wilaya pilote de dépistage du cancer colorectal. Il y a eu création d'un comité de pilotage régional, puis l'élaboration d'une stratégie de dépistage et l'installation d'un réseau du citoyen. Donc nous rappelons que l'idée émanait du professeur Bouzid, et bien évidemment nous avons été aidés par le CHU de Béjaïa. Le dépistage de masse que nous avons effectué par un test immunologique qualitatif, malheureusement nous n'avons pas pu, par faute de moyens, utiliser un quantitatif, mais ça fait partie de nos perspectives à venir. Donc nous avons utilisé un test immunologique qualitatif. Les sujets que nous avons inclus, ce sont les hommes et les femmes ayant un âge entre 50 et 74 ans. Et la population cible était, c'est-à-dire les sujets entre 50 et 74 ans au niveau de la wilaya de Béjaïa sont environ de 10 000 citoyens. Mais nous avons choisi 3 daïras pilotes. La Souq el-Tnin, donc nous avons débuté le 2 janvier 2017. Ouadamizour, donc le 20 février 2017, et à Dakar le 26 mars 2017. Nous n'avons pas débuté en même temps. Et pourquoi avoir choisi 3 différentes daïras? L'une est urbaine, l'autre semi-urbaine et l'autre est rurale, pour avoir quand même une petite idée sur la situation. Les étapes que nous avons entreprises, donc il y a eu consultation et collaboration scientifique, donc avec différents partenaires, invitation de ces partenaires au projet, la sensibilisation et la formation des médecins généralistes du secteur public et privé. Nous avons utilisé plusieurs moyens, notamment le moyen de la Radio Somam. Donc je remercie Dr Hadjoud pour l'occasion, qui nous a beaucoup aidé par rapport à cela. Donc nous avons effectué beaucoup d'émissions durant le mois de Ramadan, juste avant le début Ramadan qui précédait le début de la campagne, si je puis dire. C'était pour sensibiliser les gens, non pas sur le dépistage, mais pouvoir introduire cette notion, parler du cancer colorectal, etc. Nous avons fait à peu près 8 émissions. Donc ensuite, il y a eu la campagne de dépistage et également les associations, donc les différentes associations le mouvement associatif qui nous a aidés, que je salue par ailleurs. Ensuite, mobilisation des ressources et des moyens. Nous avons effectivement instauré un logiciel
qui a été initié par un informaticien algérien, je tiens à le dire, c'est notre propre logiciel. Et la structure de gestion du dépistage cancer colorectal qui a été instaurée au niveau du CHU de Béjaïa, la structure est très importante, donc avec un médecin généraliste, une secrétaire, un fax, un téléphone. Donc c'est là, si vous voulez, c'est le quartier général où tous ces citoyens qui se sont présentés donc vont arriver à cette structure de gestion. Un circuit du citoyen bien établi dont on va parler, et une démarche diagnostique et une prise en charge, et une enquête rétroactive qui va se faire par la suite. Voici nos affiches de sensibilisation que nous avons utilisées donc pour les différentes daïras. Le circuit du citoyen. Le médecin généraliste de la polyclinique, nous rappelons, et je les salue par l'occasion, le médecin généraliste est la pierre angulaire de ce travail. Donc le médecin généraliste de la polyclinique va reçoit le citoyen. Ce citoyen donc va avoir un questionnaire. Ensuite, s'il est éligible ou illégible, tout dépendra donc du questionnaire. S'il est éligible, il va bénéficier de ce test de dépistage par le test immunologique. Bien sûr, ce citoyen va être informé de toutes les étapes qui vont suivre. Si ce test est positif, le citoyen va venir à la structure de gestion. S'il est négatif, il sera inscrit dans le système, le fichier, et il y aura répétition de ce processus 2 ans après. Et dans la structure de gestion, donc il y aura les éléments de diagnostic et de thérapeutique. Voici le test immunologique que nous avons utilisé. Donc très simple, c'est comme un test de grossesse. Donc les selles, le patient va mettre les selles dans une boîte, il va les apporter le lendemain. Ensuite, le médecin va essayer d'effectuer, donc va mettre une quantité de selles dans le tube, il va remuer. Ensuite, il va laisser reposer un peu, puis il va mettre quelques gouttes sur le test. Ensuite, s'il y a une seule barre, c'est que le test est négatif. S'il y a 2 barres, c'est que le test est positif. En endoscopie digestive, qu'est-ce qui va se passer? Donc, au niveau du CHU, ces citoyens avec test, donc nous recevons tout le monde, c'est-à-dire pas uniquement les tests positifs. Donc, les citoyens avec test immunologique positif issus du dépistage de masse vont avoir leur coloscopie avec plus ou moins résection de polypes, mais aussi, puisque ces citoyens qui se sont présentés ont eu un interrogatoire, ont eu donc un questionnaire. Et s'ils avaient des antécédents familiaux, nous n'allions pas les laisser dans la nature. Donc, c'est un dépistage de masse. Ils bénéficient également d'une coloscopie et également pour les patients qui ont un cancer. Donc, on essaye de dépister également leur famille. Étude anapath, bien sûr, de la pièce de résection, si polypes il y a, avec l'équipe du CHU et les collaborateurs, donc des autres centres que nous avons sollicités. Et bien évidemment, selon le protocole du surveillance, la prise en charge thérapeutique, suivant les données de l'endoscopie et de l'histologie. Quelques résultats préliminaires. Donc, nous avons arrêté à novembre 2017. C'était la 2e évaluation. Beaucoup de choses se sont passées après. Donc, le taux de participation par daïra, la population totale cible était de 10 000 citoyens, 10% de la population cible des wilayas jusqu'au 30 janvier 2018. L'évaluation à 12 mois, vous voyez, à Souqaltinin, 40%, 11 mois, 17%, à Mizoul et 10 mois, 19%, pour un taux de participation totale de 26%. Et c'est un taux de participation à 10 mois qui est, croyez-moi, très satisfaisant par rapport aux données de la littérature. Voilà. Mais bien, nous avons eu des freins à l'adhésion. Pourquoi? Ces sujets peuvent ne pas se sentir concernés. Pourquoi je ne suis pas malade? Pourquoi j'irai me faire dépister? L'absence de symptômes, car il y a confusion entre dépistage et diagnostic. La peur liée aux résultats, j'ai peur d'avoir un cancer. Et la peur de la coloscopie, qui est un examen invasif. Par rapport au taux de participation, ça c'est ce que nous avons remarqué, au début il y avait un taux de participation important, ensuite ça commençait à décliner et nous voyons que c'est parallèle aux actions de sensibilisation, d'où l'intérêt de
c'est-à-dire d'augmenter ces actions de sensibilisation. L'âge moyen était de 59 ans. On était étonné par la participation des femmes. Oui, les femmes en Kabylie partent se faire dépister. Voilà, 52%. Les tranches d'âge, c'était surtout la tranche d'âge entre 59, aux environs de 59 ans. Le taux de participation par établissement, Soukhoutnine était plus importante. Par rapport à la participation des médecins généralistes, 100% du secteur public à Soukhoutnine. Par contre, à Mesure, d'ailleurs, nous remercions les médecins généralistes du secteur privé qui ont participé activement à cette action. Donc 50%, 80% des médecins du secteur libéral. Et la Daïra d'Adkar, c'était surtout les médecins généralistes du secteur public. Les citoyens soumis au questionnaire, donc nous rappelons que peut-être nous visons haut, mais nous visons un taux de participation, Inch'Allah, de 45 à 60%, pourquoi pas. Donc 26% de la population, vous voyez 10,4 ne se sont pas encore présentés, mais il y a eu 80% des patients éligibles et 180 quand même tests positifs. Et les personnes qui étaient symptomatiques et qui avaient des antécédents ne sont quand même, le nombre n'est quand même pas négligeable. Et on a eu 3 cancers donc uniquement dans cette catégorie. Le test positif par établissement, donc comme vous le voyez. Il vous reste quelques minutes, docteur. Très bien. Donc 7% de la population dépistée, c'est qui est quand même important. Les coloscopies pathologiques, on a eu 8 cancers détectés. Et il y a eu des cancers à un stade précoce et à un stade 4 qui était asymptomatique, ce qui est quand même étonnant. On a eu des polypes, des maladies inflammatoires et une maladie hémorroïdaire. La qualité de la coloscopie, des Boston 8 à 9. Voilà, quelques notes de réflexion. L'objectif principal de l'étude est d'avant tout de réaliser une stratégie de dépistage en identifiant les différentes étapes. Le taux de participation en 26% est satisfaisant, mais cela dépend également de la sensibilisation des médecins généralistes et des citoyens. Le taux de cancer que l'on a retrouvé ainsi que des lésions prénéoplasiques ne peuvent pas être, à notre sens, analysés encore à ce stade. En conclusion, le cancer colorectal est un cancer qui est guérissable si détecté à temps. C'est le message qu'il faut passer. Le dépistage permet d'agir précocement pour optimiser les chances du patient. Il existe 3 niveaux de risque. Un dépistage de masse par le test immunologique qui est sensible et spécifique, dont la réussite est conditionnée par l'élaboration d'une stratégie ainsi que par le taux de participation. Et le dépistage ciblé directement par la coloscopie qui requiert des critères de qualité. Les maîtres symptômes d'un cancer colorectal restent la prévention et le dépistage. Je vous remercie.